Tapia, le régisseur, a eu la gentillesse d'installer cet appareil pour que j'entende les répétitions de Joaquín González. Nous pouvons savoir quand ma mère est sur scène et ainsi l'éviter dans la rue. En tout cas, depuis l'autre jour, j'ai eu la chance de ne pas le rencontrer. Je suis sûr qu'elle vient ici à l'improviste. Sa loge se trouve d'être derrière le mur. On m'a confirmé qu'il existe un passage entre les deux théâtres. Pas vraiment un passage. Une simple porte de communication. Et pour tous les gens. Je n'aurais pas dû te dire que Cabo était venu me voir dans ta loge hier après-midi. Jean. Moi aussi, je me demandais tout à l'heure si c'était la peine de m'en parler. J'ai rencontré Cabo ce matin. C'est drôle. Hier, quand il a quitté la scène reculant comme un fantôme, j'ai eu l'impression que je ne me reverrai jamais plus. Je sortais de chez moi. Il se tenait au coin de la rue de Valence et de la rue de Gobelin, l'air de fabriquer. J'aurais pu prendre la rue en sens inverse, mais pourquoi après tout? Il s'est dirigé vers moi. Il portait un imperméable militaire vert bouteille et des bottes. Des bottes Oui, et la casquette tombée en or. non, il était détenu. Je viens vous parler de Jean. M'a-t-il dit. Il avait une voix très anxieuse, mais aussi très sèche par moments. Il m'a dit. Je vous demande de ne plus voir Jean. C'est pour son bien. C'est un garçon trop fragile. Trop fragile. Il veut nous faire pleurer. Il m'a dit que ta mère était très inquiète pour toi. Et a toujours été l'une de ces mères qui se sacrifient dans l'ombre pour leur fils et le soutiennent en dépit de tout. Entre 11 et 18 ans, j'ai dû la voir à 2 ou 3 reprises, chaque fois pendant à peine 1 heure. Et cela s'est très vite. À mesure qu'il me parlait, il est devenu de plus en plus menaçant. Je suppose que ce n'était pas du tout le même dialogue que celui avec Grigori dans la mouette. Non. Et pourtant, cela me causait une trop d'impression. Il me semblait que j'avais de la fièvre et que le personnage de la mouette de Tchekhov m'apparaissait défiguré. Je comprends. Comme si tu les voyais dans les jardins, dans les classes déformantes du jardin d'acclimatation, ou bien que la pièce est racontée par un ivrogne qui aurait bu de l'alcool frelaté. Il a précisé qu'il était inutile que tu le vois dans manuscrit par moniteur. On le refuserait. Et de toute manière, il ferait lui-même en sorte que ce livre ne soit pas publié. Grigori n'aurait jamais dit une chose pareille. Il a sorti un carnet de la poche de son imperméable. Il a ouvert et m'a dit. Ça était bien. Non, rue de Valence. Nous viendrons chaque nuit frapper à votre porte. Sa mère et moi. Vous pouvez y décider avec vous. Ou bien nous ferons le guet devant votre immeuble. Vous l'empêchez devant. Il vaut mieux que nous ne rentrions pas chez toi pendant quelques jours. Et de poursuivre mon route comme ça. Cabo s'imagine pouvoir exercer une emprise sur moi. C'est un natif. Et puis il fait partie de ces moralistes intransigeants qui prêchent le courage mais qui ont peur qu'on les annonceurs. Il n'a pas l'air d'aimer beaucoup les femmes. Ni les hommes. Je crois qu'il est vierge. Ma mère aussi d'ailleurs. Il n'y a aucun moyen de les calmer, ta mère et lui. Ils se montrent la tête l'un l'autre.
Depuis quelque temps, il veut jouer avec moi les parents nobles. Il ressemble à ce comédien qu'un impresario en déroute pour être recruté pour des rôles il ne convient pas. Et tu es sûr que je ne peux pas les ramener à la prison? Je suis une paysanne, j'ai la tête froide. Ne donne pas s'il te plaît. Encore un peu de patience. Ils finiront par se dissiper dans l'air. Tu penses vraiment que nous devons éviter d'aller chez mon pendant quelques jours? C'est plus prudent. Ils feront du scandale, ils sonneront à ta porte, ou bien ils te prendront à partie dans la rue. Ils veulent que tu joues le rôle de la mauvaise femme. Et que moi, celui du bon jeu. Eux, le rôle des parents respectables. Il faudra appeler police secours et on se retrouvera avec ces deux malheureux au commissariat. Et si nous tombions dans la loge? Le canapé n'est pas trop petit. Pauvre Tapia m'a montré la chambre que s'était fait aménager l'ancienne directrice, comédienne du théâtre. Un lit à Bataclan et des miroirs partout, même au plafond. Nous pouvons y dormir. Bien sûr, nous allons lui expliquer la situation, il comprendra. Il m'a raconté de drôles d'histoires sur cette vieille dame, comédienne. À 80 ans, il voulait qu'on appelle mademoiselle. Et un jour, papa a eu le malheur de lui parler d'une débutante qui jouait dans son théâtre. Il a employé le terme jeune fille. Elle lui a dit, les refusqués ont avant du pied. Ici, il y a une seule jeune fille, c'est moi. Non, je n'ai pas envie de dormir dans sa chambre. Je suis superstitieuse. Tu as raison. Nous pouvons rester ici. Et fermer la porte, mais au cas où les deux autres viendraient à l'improviste. Je viens trop à la Tu crois? Nous resterons sentinelles au point de rue de Valence, de la rue des Gobelins. Immobiles et silencieux, comme deux épouvantails. Tu me fais peur, Jean. Tu dois encore répéter cet après-midi? Oui, la scène finale, c'est avec toi. Je ne suis pas Constantin Gasperovitch Treblev. Je ne me suiciderai pas. Ces deux épouvantails ne me feront pas perdre le moral. Tiens. C'est là. Maintenant, je sais, je comprends, Gossier, que l'essentiel de notre métier, que cela soit la scène ou l'écriture, l'essentiel, ce n'est ni la gloire, ni l'éclat, ni tout ce à quoi j'ai rêvé, mais de savoir supporter, savoir porter sa croix et avoir la foi. J'ai la foi et j'ai moins mal. Lorsque je pense à ma vocation, je n'ai pas peur de la vie. Vous avez trouvé votre voie. Vous savez où vous allez. Tandis que moi, je flotte encore dans un chaos de rêves et d'images, sans savoir pourquoi j'écris. Et qui en a besoin? Je n'ai pas la foi. Je ne sais pas en quoi consiste ma vocation. On respire.
Ici. Quelle heure est-il? 2 heures du matin. C'est une bonne idée de dormir dans la loge. Nous pouvons habiter ici jusqu'à la répétition générale, et même plus longtemps. Je suis sûre que Bob, le régisseur, nous donnerait son accord. Et si m'engager comme veilleur de nuit? Ici, à 7 heures, l'air est léger. Tu n'aurais pas connu? Toi aussi. Plus jeune, des moments où tu avais l'impression d'étouffer. Sans doute. Mais je me rendais pas compte. Moi, ça m'a prise de mon enfance. Plus tard, je rêvais d'aller au bord de la mer ou à la montagne, en espérant que je pourrais enfin respirer. Jusqu'au jour où je me suis trouvée pour la première fois sur une scène de théâtre. Malgré le trac, je respirais comme je ne l'avais jamais fait. Jamais plus je n'ai éprouvé cette sensation d'étouffement. Pourquoi aller chercher le grand-air à la montagne ou au bord de la mer? Le grand-air, il est ici. Quel silence. Bob m'a dit qu'il se passe des choses étranges la nuit dans le théâtre. Une fois qu'on s'est habitué au silence et aux rangées de fauteuils vides, on entend des voix. Mais elles sont si lointaines qu'on ne les distingue pas tout de suite. Il faut plusieurs jours, plusieurs mois pour les entendre vraiment. C'est un vrai exercice, un peu comme le yoga. Et toi? Tu les entends? C'est bon. Pas encore. Mais Bob m'a dit que sa Vesper les entendait. Tu en as parlé à sa Vesper? Je n'ose pas. Bob m'a fait comprendre qu'il valait mieux ne pas apporter ce sujet avec lui. Cela concerne sa méthode de travail. Il préfère garder ce secret. Quel secret? Il paraît que sa Vesper, chaque fois qu'il fait une mise en scène, a besoin de savoir comment procéder les autres avant lui et comment ont joué les comédiens. Après, ça le laisse la chambre libre. Et c'est Bob qui t'a expliqué tout ça? Il était en train de décaper le panneau des affiches sur la façade du théâtre. À mesure qu'il décollait l'affiche la plus récente, une autre apparaissait derrière, et de nouveau une autre. À force de prater, il a fini par dégager les lambeaux de la dernière affiche. C'est une pièce il y a 25 ans qui s'appelait Mademoiselle de Panama. Il m'a dit que c'était la méthode de sa Vesper, essayer d'entendre comment jouaient les comédiens dans le passé. Il paraît que l'on a joué ici, il y a très longtemps, la mouette de Tchekhov. Maintenant, je comprends. Tous ces murs, c'est des scènes. Et ces balcons sont imprégnés par les voix de ceux qui ont joué ici depuis le début. Comme dans une caisse de résonance. Il faudrait appuyer sur un bouton qui se trouve peut-être quelque part dans les coulisses. Et l'on entendrait toutes ces voix, toutes ces pièces, depuis 50 ans. Il faudrait demander à Bob. Est-ce que tu penses vraiment que la salle est toujours vide à 2 heures du matin?
Moi, je suis sûr qu'à cette heure-là, les anciens spectateurs reviennent pour assister aux anciennes pièces. Un peu comme l'Éternel retour. Mais on ne les voit pas. On ne fait pas assez attention. Il faudrait demander à Bob. Tu crois que c'est la peine de retourner dans la loge? Non. On pourrait dormir ici. Maintenant, jouer ton rôle de mère. La seule femme qui compte dans la vie d'un homme, c'est sa mère. Jean-Paul Sartre a vécu jusqu'à 60 ans avec sa mère. Alors, cette fille habite ici? Oui, juste à côté du grand immeuble en briques. Là-bas. Si nous les voyons arriver, nous leur barrerons le passage. Cette fille, je suis capable de lui crever les yeux. On verra si elle continuera à jouer Tchekhov. Il faut surtout qu'à nous deux, nous ayons assez de force pour entraîner ton fils. Nous le prendrons chacun par un bras jusqu'à la voiture. Je ferai tout mon possible pour sauver ce garçon. Je lui parlerai moi à cette fille. Si elle s'imagine qu'elle a des droits sur mon garçon parce qu'elle joue Tchekhov. Tu crois qu'elle a déjà pu lui faire du mal? L'autre jour, elle m'a tenu tête. Elle est dangereuse. Ton fils est une proie facile pour elle. J'ai bien vu qu'elle avait déjà perverti. Tu crois qu'elle a fait perdre sa pureté? Malheureusement, oui. Il faut sauver ce garçon. Si nécessaire, je passerai la nuit à attendre. Moi aussi. Ils finiront bien par se montrer. Nous sommes au meilleur endroit pour surveiller les deux accès de la rue, mais je suis sûr qu'ils déboucheront du côté de l'avenue des Gobelins. Il n'y a que toi qui puisse l'influencer dans le bon sens. Tu es un écrivain? Je veux bien lui apporter un soutien moral, et pas un soutien matériel. Je ne lui donnerai jamais un sentiment de pain. Il faut que toi, ta mère, tu le mettes en face de tes responsabilités et que tu l'obliges à trouver un travail le plus vite possible. La moindre des choses, c'est qu'il paie ton loyer. Je suis d'accord avec toi. C'est le seul moyen de le sauver. J'entendais pas. Non, il n'y a personne. Tu es sûr? Nous devrions retourner chez elle. Tout à l'heure, j'ai frappé, sonné et même donné des coups de pied dans la porte. S'ils avaient été là, ils auraient ouvert par peur du scandale. Mais peut-être étaient-ils là. Cette fois-ci, j'en prends les grands moyens. Je force la serrure. Tu as raison. Il faut sauver mon fils. Quelle drôle de rencontre. Je pensais que vous étiez mort depuis longtemps. Mon petit, mon pauvre petit. Vous êtes encore vivant? Qu'est-ce que vous faites là dans la rue? Il est 2 heures du matin. Nous venions de chercher mon petit. Nous voulions te sauver de cette horrible fille. Quelle horrible fille. Mais tu sais bien, celle qui joue Tchekhov. Mon vieux garçon. Ne repousse pas ta mère, Jean.
En quelle année sommes-nous? Je croyais vraiment que vous étiez mort. Nous n'avons jamais cessé de veiller sur toi. Ta mère était tellement inquiète. On ne peut pas dire que vous respiriez la joie de vivre. Comment veux-tu que nous respirions la joie de vivre? Ta mère se réveillait la nuit en me disant « Jean est perdu. Perdu. Fais quelque chose. Mais j'avais tout fait. Tu n'écoutais pas mes conseils, ni ceux de ta mère. Parce que vous me donniez des conseils. Je l'avais oublié. Quelle ingratitude. Je voulais t'entraîner vers le haut. Je voulais être une sorte de guide pour toi. Tu t'en souviens? Il te donnait de bons conseils. Il cherchait à te mettre en garde contre les difficultés du métier. C'était un écrivain, lui. Vous ne trouvez pas que cette année, le mois de septembre est magnifique? Cela s'appelle l'été indien. Je me promène dans les rues de Paris. La vie est belle. Et je suis heureux. Vraiment, tu es heureux. Tu as bien de la chance. Je me fais tellement de soucis, mon garçon. Tu n'es pas malade au moins? Non, pas du tout. Tu es sûr que tu n'es pas malade? Tu peux tout nous dire, mon garçon? Ne nous cache pas la vérité. Nous sommes t'aider. Nous sommes prêts à affronter le pire, comme nous l'avons toujours fait avec toi. Mais non, rassurez-vous. La vie n'a jamais été aussi belle. Dis-nous la vérité, mon garçon. Tu n'es pas malade et tu es vraiment heureux. Très heureux. Et très riche. Il faut être gentil avec ces pauvres parents qui se sont fait tant de soucis pour vous. Et cette fille, elle joue toujours Tchekhov? Pas seulement Tchekhov. Depuis, il a joué Jurotou, Musset, Cotel, Pironté, Shakespeare, Racine, Georges Bernard. Ne fais pas de peine à ta mère. Vous vous méfiez toujours des femmes? Comment veux-tu? Comment oses-tu me poser cette question stupide? Vous me disiez qu'il fallait les éviter. C'était pour ton bien, pour que tu restes un garçon intègre, un garçon pur et violent, quand je l'avais écrit dans mon premier recueil de poèmes. Et que sont devenus les toreros et les tonseurs dont vous me parliez? Je ne sais plus. Tout à l'heure, tu as dit que tu étais riche. J'ai plaisanté. Tu ne pourrais pas me débanner? Juste pour le mois prochain, après, nous verrons. Ta mère a de grosses difficultés. Rappelle-toi, je t'avais toujours conseillé de trouver un travail de manière à lui payer son loyer. Et je t'avais même suggéré de prendre une assurance vie dont elle aurait bénéficié. Bien sûr. Attendez. J'ai un peu d'argent sur moi et je vous en ferai encore parvenir. Donnez-moi votre adresse. Poste, Pestande, bureau 23 212. Mon grand-fils, tu ne veux pas nous inquiéter, mais je suis certaine que tu es très malheureux, très pauvre, et que cette fille ne peut plus jouer Tchekhov. Je ne me trompe pas, hein? Je ne me trompe jamais. Peut-être nous reverrons-nous. La nuit, à cette heure-là, on rencontre toujours des fantômes dans les rues de Paris. Ils ne me font plus peur. Dis-leur quelque chose.
Je t'en prie. Dis-leur quelque chose. J'ai essayé l'autre fois. J'ai voulu leur réciter un poème de mon premier livre, Canteronto. Mais ça n'a pas marché. Ils ne nous aiment pas. Ton fils a dit tellement de mal de nous. Dis-nous la vérité. Pense à moi. Dis-nous la vérité pour nous faire pardonner. Mon pauvre enfant, il était si gentil quand il était petit. Quand nous nous sommes rencontrés pour la première fois, très tard, place Blanche, dans le café avant la pharmacie. Elle était assise, seule, à la table voisine de la mienne. Moi aussi, j'étais seul. Elle m'a dit: Je je joue joue un petit rôle au théâtre de la rue Blanche. J'allais la chercher le soir. Je préférais ne pas monter dans sa loge de peur de rencontrer un autre comédien qui jouait dans la pièce. Henri Guizol, un vieux camarade de ma mère. Il m'avait connu, enfant. Quand elle jouait au théâtre de la rue Blanche, je portais déjà mon manuscrit dans le cartable fixé à mon poignet par la menotte. Il aurait trouvé cela bizarre, Henri Guizol. Quel bel automne c'était. Une saison qui ne m'a jamais semblé triste. Elle marque souvent le début de quelque chose. Quelquefois, j'ai l'impression que depuis cet automne-là, nous montons la pente de la rue Blanche jusqu'à la fin des temps.